Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the CEO. Aujourd'hui, je suis avec Maëva. Bonjour. Hello. Maëva, tu es une créatrice de contenu, tu es la créatrice de Mon Budget Bento, une page Instagram que j'invite tout le monde à suivre. Moi, elle m'a beaucoup aidée ces dernières années. Je te connais depuis un an. Et tu as ici aussi écrit un livre. Exact, oui. Ma première question pour t'accueillir, c'est comment est née cette idée de Mon Budget Bento? Alors, c'est né complètement par hasard. En fait, en 2019, à l'époque, donc en France, je ne sais pas si c'était en France à cette époque-là, mais il y avait les gilets jaunes. Oui. Donc, des personnes, voilà, qui, avec l'inflation, se sont retrouvées avec leur pouvoir d'achat vraiment amputé Oui. et qui faisaient des manifestations, des blocages, etc. Et moi, en fait, ce que j'expliquais, enfin, j'aimais bien débattre avec mon frère. À l'époque, il vivait chez moi. Et je lui disais, ben oui, ben, je comprends la frustration, mais à la fin, niveau budget, 1 euro moins 1 euro, ça fait zéro. Donc, s'il y a moins de sous, il faut contracter ses dépenses. Et en fait, mon frère me dit, oui, mais toi, tu as toujours bien géré ton argent, mais c'est pas tout le monde qui arrive à bien le faire. Et du coup, il me dit, t'as qu'à écrire un livre pour expliquer aux gens comment gérer leur argent. Et donc, je le prends au mot à la rigolade et j'écris le livre qui s'appelle Mon budget sur pilote automatique. Mais une fois que j'ai eu écrit le livre, je me suis dit, mais en fait, Maëva, t'as écrit un livre, mais personne n'est au courant que t'as écrit un livre, donc ça sert à rien. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, le seul réseau social que j'utilisais, c'était Instagram. Bon, j'avais une page Facebook, mais bon, pour le principe, je l'utilisais pas du tout. Et je me suis dit, je vais me mettre sur Instagram pour parler du sujet de l'argent plus globalement. Je me suis rendu compte que les gens avaient vraiment beaucoup de questions, etc. Et c'est pour maintenant, 5 ans plus tard, on est toujours là. Mais c'est Voilà. c'est hyper intéressant, surtout que on le lisait plus avant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, peut-être on regarde plus, on aime un peu la société du scrolling avec des courtes phrases qui peuvent être percutantes plutôt que prendre le temps. Mais bon, je dis pas que personne ne lit plus de livres, mais en tout cas, tu as voulu quand même vulgariser, démocratiser l'éducation financière à travers un format un peu plus accessible au plus grand public. Exactement, parce qu'en fait, l'avantage, enfin, un inconvénient et avantage à la fois de Instagram, c'est que tu es limité en termes de caractères que tu peux utiliser. Et donc, je me suis dit, en fait, le format, il est bien parce que ça oblige finalement à condenser l'information, de ne pas partir dans tous les sens, parce que dans les finances personnelles, tu peux écrire un roman sur chaque thématique. Et du coup, ça oblige à rester vraiment focus sur une thématique. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste pour les gens parce que tu parles que d'une chose sans t'éparpiller. Absolument. Et puis surtout, tu sais que tu connais ta cible, tu as appris toi-même. Je pense que de ce que j'ai compris, tu es un peu autodidacte, tu le fais naturellement. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup de personnes neurodivergentes ont tendance, ça par statistique, j'avais lu qu'ils ont tendance à dépenser plus parce qu'on fait des choix impulsifs. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre comment gérer un budget sur un mois, sur une longue période, que ce soit au quotidien pour un étudiant, pour un salarié ou pour des projets aussi d'investissement. Donc tu couvres un petit peu aussi une tranche d'âge, de cible assez large finalement. Bah oui, c'est assez large parce que au fur et à mesure que je vieillis, parce que j'ai eu 40 ans cette année, Oui. Tu les du coup, portes très bien, ah hein. merci. J'aurais jamais dit. Mais waouh, félicitations. Moi, presque 30, donc Ah oui, t'es une petite jeune. on se suit. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis pas une professionnelle de la finance, justement. Je suis une personne lambda et je parle de mon expérience, finalement, de mon expérience en tant que maman, en tant que... moi, par exemple, en fait, j'ai eu mon fils entre mon bachelor et mon master. Donc, en fait, j'ai été et maman et étudiante en alternance. Enfin, quand je dis toute seule, j'étais avec le père de mon fils à l'époque, mais je veux dire, j'étais étudiante, mais plus chez les parents. Donc, savoir gérer un budget assez tôt. Mon fils, je l'ai eu à 22 ans. Euh, il est grand maintenant, il va avoir 18 ans bientôt. Oh, c'est toujours émotionnel de voir les enfants Oui, grandir, oui. nostalgie aussi, non? Ouais, non, mais en fait, jusque-là, j'avais jamais eu la nostalgie parce que j'ai vraiment kiffé chaque étape, D'accord. bébé, tu vois, maternelle, primaire, collège. Mais là, le lycée, là, ça pique un peu parce que tu vois que c'est vraiment la fin vraiment de l'enfance, en fait. Et ça va, enfin, voilà, je me fais pas de soucis pour lui, mais c'est vrai que j'avais jamais eu la nostalgie, mais là, c'est vrai que je commence à être un peu de ces mamans un peu nostalgiques.
mignon. dont je me moquais beaucoup. C'est clair. Et du coup, donc, en fait, ben, moi, par exemple, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait des placements financiers, etc. Et donc, du coup, la façon dont j'explique les finances personnelles, c'est vraiment du point de vue de l'usager qui n'est pas familier ou familière avec le sujet, en fait. Et donc, c'est ce qui rend la chose... en tout cas, j'essaye de la rendre la plus accessible possible. Absolument. Et puis, justement, avec des mots qui soient compréhensifs, parce que c'est sûr que, en tout cas, à l'école, on n'apprend pas vraiment comment gérer ses finances, ni à comment investir. Ben, c'est bien que tu m'en parles parce qu'en fait, là, c'était hier soir, j'étais en train de regarder des chiffres qui avaient été publiés pardon, par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est la plus grande instance financière qui est en France, qui dit qui est un arnaqueur, qui est officiel, les certifications, etc. Et en gros, dans les chiffres donc, de juillet 2025, ils disaient qu'il n'y a que 3,1% des personnes de plus de 24 ans qui sont des investisseurs actifs. Sachant que investisseur actif, ça veut dire qu'on a fait au moins une transaction sur la période. Donc, comme je pense que c'est un truc annuel, donc j'imagine c'est sur les 12 derniers mois. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment choquant en fait. Mhm. C'est hyper choquant parce que la finance, aujourd'hui, qu'on trouve ça bien ou pas bien, c'est la finance qui dirige le monde. Donc c'est important que tout le monde comprenne aussi comment ça fonctionne et comment ça les impacte et bah voilà, comment ils peuvent agir à chacun à son échelle sur ce sujet-là. Absolument. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que, bon, il y a une réalité hein, en France ou en Europe, voilà, dans d'autres pays aussi, mais en France, on sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu quand même des manifestations de personnes qui n'arrivent même pas à finir le mois et qui, justement, réclament voilà, moins de mesures qui vont à l'encontre des citoyens ou de leur protection sociale, etc. Mais c'est vrai que du coup, pour une personne lambda qui a un salaire modeste, c'est compliqué de s'imaginer investir. Par contre, avec toute proportion prise et en rappelant à nos auditeurs que voilà, investir, ça vient aussi avec un risque, mais c'est vrai qu'il ne faut pas des milliers ou des millions pour investir, on peut commencer avec des petites choses. Exactement. Bah, c'est vrai que, il y a peut-être aussi cette pensée de se dire ah non, mais de toute façon, l'investissement, c'est que pour les riches. Mais clairement, en fait, tout le monde doit au moins s'y intéresser. S'y intéresser, comprendre comment ça fonctionne. Après, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'investir des mille et des cents. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que oui, investis, tu vas devenir millionnaire, etc. Non, parce que finalement, la finance, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on a un certain rendement, c'est un rendement sur la base de ce qu'on a pu mettre. Donc, même si tu fais plus 10% par an, mais que ta mise de base, c'est 1 euro, ça va prendre du temps. Oui. Donc, mais c'est simplement de se dire, de comprendre que voilà, l'inflation, la finance, etc., tout ça, c'est un peu lié. Et que si Enfin, moi, quand je vois là l'économie en France, comment ça se durcit pour les personnes lambda, et qu'on voit que, bon, a priori, le gouvernement, ils n'ont pas décidé de s'attaquer aux plus grosses poches, mais plutôt à la poche de monsieur, madame, tout le monde, ça devient un sujet, en fait, très important, au-delà d'investir, mais vraiment de maîtriser ses finances personnelles. Absolument. Et c'est pour ça que mon livre, je l'ai fait sur le budget, parce que même si c'est pas intéressant, je le dis tout le temps, hein, c'est pas intéressant le budget. Pour moi, c'est vraiment le niveau maternel. Tu sais, 1 plus 1 égale 2, moins 2 égale 0. Enfin, tu vois, c'est niveau CP, CE1, quoi. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est la base. Parce que si on gère pas bien son budget, en fait, on ne pourra jamais investir finalement. Parce qu'il faut dégager cette épargne pour pouvoir commencer et mettre une première pierre à l'édifice. Absolument. Donc déjà, savoir gérer ce qu'on a pour pouvoir générer potentiellement autre chose, mais déjà comprendre la base, comme tu disais, on ne peut pas construire un château de cartes et si on n'a pas... Oui, puis au moindre, hop, ça s'écroule. Exactement. Et alors, je sais que on vit dans une société capitaliste, d'accord? Ça, on a posé la base. On est poussé quand même à la consommation, les ads, les sites où tu peux acheter plein de choses. Au final, tu as un chariot de plusieurs dizaines ou centaines. OK. Comment on peut expliquer parfois ce besoin? Moi, je sais que ça m'arrive, mais je suis consciente de ça, donc j'essaie de le modérer, de me dire, voilà, si je peux acheter, j'achète.
Mais pendant longtemps, c'est vrai que je me rendais pas compte que je pouvais acheter, mettre de côté pendant longtemps et après peut-être j'allais acheter un peu pour combler un vide ou un manque ou pour compenser, pour me faire plaisir. Comment on peut analyser ce comportement? Que je pense que ça peut concerner d'autres personnes. Oui, non, mais c'est sûr, des fois, tu vois des termes comme la shopping thérapie, tu vois? Tu te sens mal, tu vas faire du shopping, et tu te sens mieux, mais en fait, tu sais, c'est un peu comme quand, il y en a qui c'est sur le shopping, il y en a c'est sur la nourriture. Oui, Tu sais, tu vas prendre un gros truc bien gras, bien sucré, bien machin. Bon, tu seras contente pendant 5 minutes et puis après, tu vas te dire, tu vas culpabiliser et cetera. Donc faut aussi voir le côté, c'est comme pour tout, en fait, des fois, tu as ce côté de satisfaction immédiate qui, finalement, au long terme, te rapporte plus de la frustration que de la satisfaction. absolument. Et bah, une fois qu'on en a conscience, on peut au moins se tempérer, se dire, bon, là, je dépense que 20 euros, ou quelqu'un qui a plus de moyens, peut-être 50 euros ou 100 euros, mais en fait, se poser une limite. Et puis, en fait, il faut adresser le vrai problème. Oui. Pourquoi est-ce que je suis frustrée? Est-ce que c'est parce que, bah, en fait, j'ai une journée de travail, où mon collègue, il m'a saoulée? Bah, du coup, peut-être vaut mieux que je fasse un peu de sport, peut-être vaut mieux que je fasse un peu de lecture. Parce qu'en fait, il y a plein d'activités qui coûtent rien, en fait. Oui, De lire, bon, je vais pas dire que lire, ça coûte rien, parce que moi, je fais partie de ces gens qui ont, tu sais, des grosses piles de livres. Tu sais, t'en as 15 je à la vois, maison, ça descend pas d'un poil. ça ne fait Tu qu'augmenter. vois, ça, c'est la shopping thérapie, mais genre pour te donner bonne conscience. Non, mais c'est pour lire. J'adore. Mais à la fin, c'est la même chose, hein. Mais au moins, Parce que hein, ben, au tu... moins, c'est utile. Oui, c'est utile. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que justement, c'est un peu l'esprit du podcast. Pour moi, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses et comment on peut justement se détacher de l'argent tout en sachant que c'est un moyen pour un but. Que le but, c'est pas d'être riche. Bon, moi, pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt ce que tu peux faire avec cet argent, l'investir, une liberté, une aisance, Et même profiter, hein. profiter. Profiter, ça fait partie. Mais en Oui, fait, ce qui est dommage, c'est de... En fait, ce qui est dommage dans la société de consommation, c'est que les gens vont beaucoup consommer pour des choses qui vont leur apporter une satisfaction vraiment très, très, très éphémère. oui, Tu vois, t'achètes un pull ou un sac, mais mauvaise qualité, tu sais, le truc qui va durer 1 an et puis ça va commencer à se casser ou des trucs comme ça. Finalement, ça t'apporte pas vraiment de la joie. Alors que moi, par exemple, je dirais quelqu'un qui s'offre un voyage. Tu vois, j'épargne pendant l'année. Et puis, à la fin, quand je dis à la fin de l'année, c'est pas forcément au mois de décembre, mais à un moment dans l'année, tu t'offres un beau voyage que tu payes cash, pas en crédit, etc. Ça te laisse des souvenirs pour une vie, en fait. c'est ça. Tu vois. Ou même passer des moments avec ta famille, avec tes amis, inviter ta famille au resto, faire un truc cool, etc. Plutôt que de payer un tas de choses que tu vas acheter en ligne, que tu vas les essayer, tu vas voir ça, finalement, ça te va pas. Tu dis, ouais, je vais les renvoyer, tu les renvoies jamais. Enfin, bon, bref, je pense qu'on est tous et toutes un peu dans la même situation. Mais c'est vrai que essayer de consommer de façon plus consciente finalement. Oui. De se dire, mais est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que si tu es une personne qui aime bien partager, est-ce que c'est quelque chose que je peux partager avec quelqu'un? Je pense que c'est des indicateurs qui sont plus valables que le ting, tu vois. Exactement. Avec ting. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée de dépenser avec conscience, s'écouter. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et voilà, l'utilité, mais aussi le loisir, le plaisir que ça peut te faire. Et du coup, ton livre, Mon budget sur pilote automatique, si tu devais le résumer en quelques leçons clés, quelques voilà, phrases pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'on doit en retenir. Ben, en fait, mon budget sur pilote automatique, il y a déjà une grosse partie qui est dans le titre, c'est la partie automatisation. Moi, je suis quelqu'un qui est très feignante et franchement, niveau organisation, c'est pas du tout ça. Donc, tout ce que je peux faire de manière automatique, tu vois, par exemple, j'aime bien dire, tu sais, pour le sport, quand tu dois faire des abdos, il y a personne qui peut les faire pour toi. Et donc, du coup, tu as un gros bide, comme moi. Non. Mais, mais l'avantage avec l'argent, c'est que épargner, tu peux le faire de façon automatique. Oui. Tu mets juste un virement en place et ça y est, c'est bon, l'argent part, que ce soit sur un livret, que ce soit sur une assurance vie, que ce soit sur d'autres types de supports, ton PEL, enfin bref, je ne vais pas tous vous les lister, mais tu as ce moyen en fait
d'avoir un versement automatique, soit par virement, soit par prélèvement, peu importe, mais que ce soit fait tous les mois sans que tu aies à y réfléchir. Parce que une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se dire, oui, bon, à la fin du mois, je vais me poser, je vais faire ci, ça, et puis tu le fais au mois de janvier, tu le fais au mois de février, au mois de mars, t'oublies, au mois d'avril, t'oublies, au mois de, je sais pas quel mois je suis, mais c'est pas grave, au mois de mai, tu le refais une fois, enfin, C'est sûr. on a déjà tellement de choses à penser. Surtout, tu vois, ben, moi, je suis maman depuis que j'ai 22 ans, donc les rendez-vous chez le médecin, le travail, on a tellement de choses à penser. Donc, toutes les choses qu'on peut faire de manière automatique, faut les faire de manière automatique. Et donc, le reste de ce que j'explique dans mon livre, c'est finalement de compartimenter son budget. C'est pour ça que ça s'appelle mon budget bento, mon compte Instagram, parce que finalement, c'est compartimenté, c'est comme un bento, donc la boîte japonaise où tu as différents compartiments, où tu vas en fait avoir un budget bien spécifique pour chaque, pas pour chaque, parce que moi, j'aime bien en fait la technique des enveloppes, Mm. je l'aime bien et je la déteste à la fois, parce que je trouve que c'est bien de compartimenter, mais pas de manière trop fine, parce que j'ai pas besoin d'allouer spécifiquement 20 euros pour. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec, avec 20 euros, Et peut-être malheureusement. expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est la technique des enveloppes. Donc, la technique des enveloppes, c'est ce qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, où chaque mois, alors c'est principalement des femmes en règle générale, qui ont leur petit classeur et qui mettent 20 euros pour ça, 30 euros pour ça, 50 euros pour ça. Et même si j'entends le côté ludique, un peu Mm. marrant, fun, etc., mais je trouve que c'est très infantilisant. Mm. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un budget aux 20 euros près. Même si il y a peut-être des personnes voilà, en situation très tendue au niveau financier qui ont l'impression que voilà, faut faire attention à l'euro près. Mais moi, ce que j'ai. En fait, pour les personnes qui me suivent sur mon compte, j'essaye d'être tout le temps relax. Enfin, c'est pas j'essaye, je suis tout le temps relax. J'aime pas stresser. Oui. J'aime pas stresser, en tout cas pas pour les choses du quotidien, pour les choses importantes, voilà, mais pas pour les choses du quotidien. Et finalement, quand on a un budget, par exemple, pour les courses, qui va être, ça peut être un étudiant qui a un tout petit budget, peut-être, je sais pas, 60 euros ou 50 euros par mois, c'est déjà beaucoup pour un étudiant pour faire ses courses, ou une famille qui a 300, 400, 500 euros pour les courses. Mais après, comment tu divises l'argent à l'intérieur des courses? Je vois pas l'utilité d'aller trop dans les détails. Sûr. Parce que je me dis, c'est beaucoup de charge mentale déjà. On a déjà suffisamment de problèmes dans la vie. Et finalement aussi en fait, de se faire confiance et de se dire, bon, je sais que j'ai tel budget. Si tu sais que tu as, par exemple, 100 euros, ben, à la moitié du mois, si tu vois que tu as déjà dépensé plus que 50 euros, tu essayes de baisser un peu la voilure. Mais dans mon livre, en fait, j'essaye vraiment de donner un cadre que tout le monde peut adapter à son lifestyle, à son organisation de vie, son organisation familiale, etc. Et puis je donne aussi beaucoup d'anecdotes personnelles pour expliquer comment j'en suis arrivée à cette organisation-là. Donc il y a finalement un compte pour les charges fixes que tu touches jamais en fait, où tu laisses l'argent pour tous les prélèvements, les machins, etc. Tu as un compte pour les dépenses du quotidien. Et le compte qui est très important aussi, c'est le compte argent de poche. Oui. Donc moi, je dis toujours, faites jamais des budgets où genre, ouais, c'est 100% épargne. Alors bien sûr, il y a l'épargne dedans, c'est très important. Mais avoir un budget où il n'y a pas le côté, en fait, j'ai rien à devoir à personne, je trouve ça tellement horrible. Mm. Parce que quand même, on se lève tous les matins pour aller travailler. Alors, il y a des gens qui ont de la chance. Moi, par exemple, j'aime beaucoup mon travail. Avec mes collègues, ça se passe bien, etc. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça se passe moins bien. Quitte à souffrir, autant il faut quand même qu'il y ait une petite place pour l'amusement, en fait, pour le futile. Absolument. Et surtout, tu parlais aussi de avoir un compte pour chaque, on va dire, catégorie de dépenses, que ce soit épargne, etc. Moi, une chose que j'avais fait il y a quelques années, quand je vivais à Londres, c'était, j'ai commencé à utiliser ces banques en ligne et je les utilise encore aujourd'hui que pour les dépenses. Parce que déjà, dès que tu payes certaines banques, hein, tu peux tout de suite voir comme ils te Ton mettent solde, moins, ouais. ils t'envoient la notif, tu sais combien tu viens de dépenser
au lieu d'avoir après le paiement différé, ce que tu vois après. Donc déjà, tu as la réalité en face. Et puis surtout, justement, il y a la possibilité D'avoir de... des sous-comptes. Voilà, et pour moi, c'est je mets mon budget de semaine. OK. Mais c'est ça le De principe, deux mois. c'est simplement ça, c'est exactement ça le concept. Mm. C'est exactement ça le concept de se dire, en fait, c'est pour ça que je disais que j'aime bien et je déteste à la fois le système des enveloppes, parce que dans le système des enveloppes, bah, tu dois retirer à la banque, mettre ton petit billet dans ta Mm. petite enveloppe avec tes petites pièces à chaque fois que tu fais une dépense, etc. Et en fait, moi, ce que je donne dans ma méthode, en fait, c'est plus ou moins la même chose, mais en virtuel et avec des enveloppes beaucoup moins fines, quoi. En fait, c'est des grands ensembles. Et normalement, si tu maîtrises tes grands ensembles, ça, ça roule de façon plus ou moins automatique. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de tabous autour de l'argent. On dit qu'en France, on n'aime pas parler d'argent, des salaires, de Le, combien on le mot est gagne. faible. Voilà, moi, je me fais pas de soucis, je suis italienne, j'y vais, hein. Moi, je suis directe, avec mes amis, on en parle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et je suis concernée. Quand j'étais plus jeune, bah, je viens d'un milieu très humble, très humble, et du coup, de moins de 10. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'étais boursière échelon 6, je me suis géré un petit peu l'argent, etc. Quand j'ai commencé à être dans la vie active et gagner un peu bien, j'avais peur de cet argent. Et en fait, c'était une relation à l'argent nocive finalement, parce que c'est comme si on a peur de l'investir, de dépenser, etc. Et plus on gagne, plus on se dit, mais qu'est-ce que je veux en faire? Je voulais investir, mais je ne savais pas par où commencer. Donc là, je suis contente de te connaître. Et puis bon, depuis, les années sont passées. Mais en tout cas, peut-être tu peux nous expliquer ces tabous, l'endettement, la honte d'être endetté, ou d'être d'un milieu humble ou riche. Il y a des gens qui ont honte aussi de ça, les inégalités. Mm. Peut-être tu peux nous expliquer comment toi, tu essayes aussi de tacler ces sujets? Déjà, c'est vrai qu'en France, c'est vraiment un sujet tabou. C'est vraiment un sujet tabou. En France, il y a un peu cette réputation un peu de rageman, tu sais, que les gens qui gagnent bien leur vie tout de suite, sale riche ou sale bourgeoise, ou enfin bref, moi déjà dit bourgeoise et tout, alors que je viens pas du tout d'un milieu bourgeois. Moi, je suis plutôt, tu sais, ce qu'on dit les transfuges de classe, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je gagne relativement bien ma vie. Mais finalement, mon cercle proche, familial et amical n'a pas changé, en fait. Donc, je suis toujours dans un milieu classe moyenne. Et, euh, et finalement, je pense que c'est aussi pour ça que le sujet de l'argent sur les réseaux, ça fonctionne bien. Parce que les personnes peuvent adresser le sujet sous couvert d'un certain anonymat, tu vois, de poser des questions qu'ils ne peuvent pas poser en famille ou entre amis, parce que tu sais jamais comment on va réagir. Et puis en plus, comme il n'y a pas cette transparence, comme les gens ne savent pas vraiment combien chacun gagne, tu vois, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, tu vois, genre qui va lâcher l'information en premier. Euh, et, euh, et même en plus, tu vois, en France, c'est tellement dans la mentalité. Là, il y a une loi qui va passer. C'est passé l'année dernière en Europe. Et donc, comme on a 2 ans pour que ça soit implémenté dans la loi nationale, donc ça sera en juin 2026, il n'y aura plus le droit de poster des annonces sans mettre le tarif, enfin Le la salaire. rémunération qui va avec. Tu vois, bon, je cherche pas de taf, mais j'aime bien quand même regarder, tu vois, les annonces, etc. Et je vois toujours les annonces sans les montants des C'est rémunérations. sûr. Oui, puis Et je me dis, surtout, mais attendez, dans moins d'un an, en fait, mettez-vous déjà dans le mood. non, c'est Mais sûr. non, ils attendent vraiment le dernier moment pour donner les informations sur les rémunérations. Il y a ça, il y a une question, moi j'ai appris à la détourner pendant les entretiens. Combien combien tu gagnes Actuellement, actuellement? Moi, je réponds, moi, je veux ça. Je réponds pas à la question, je la détourne, parce que c'est vraiment de comprendre combien tu es prêt à accepter, oui. et après, il s'adapte. Non, 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 non. Moi, je veux tot. Je mets à chaque fois 10 000 ou 20 000 de plus. Et après, tu négocies. Mais oui, Mais franchement, tu dois monter. C'est pas parce que tu gagnes tot que tu dois rester à tot ou augmenter des 5 000 quand ben tu oui, sais oui, qu'eux, ils sont prêts à payer beaucoup plus. oui. Donc, c'est très important aussi. C'est quoi, vous, votre budget pour tel Voilà. poste? C'est pas, ça veut dire si jamais j'étais mal payée dans mes 4 derniers jobs, ça veut dire que je suis condamnée toute C'est ma ça. vie à être mal payée?
Alors Enfin, qu'eux, ils si... sont prêts à mettre plus de budget Ouais, mais ils si veulent tu faire oses demander. voilà, mais ils veulent faire des économies sur la tête des gens. Et en C'est plus, c'est ça. souvent c'est les femmes qui en pâtissent. D'accord. Parce que il y Oui, a le côté, oui, quand t'es une femme, faut pas parler d'argent, gna, tu vois. Mais ça, c'est un jeu où tu perds à tous les coups parce que tu dois pas parler d'argent et tu dois pas trop négocier. Et tu dois c'est pas être une sûr. michto et tu dois jamais. En fait, c'est trop. En fait, au bout d'un moment, on vit tous Ouais. dans. Quand on va à Franprix, il n'y a pas les prix pour les femmes et les prix pour les hommes. C'est vrai. Tu vois? J'adore. Et on a aussi la taxe menstruelle, on a Oui, la voilà, on taxe a tous ces trucs-là. Faut pas être enfin, trop. de maman, Faut se mettre. Faut pas avoir l'air d'être une clocharde. Faut s'entretenir, faut machin, etc. Non, faut pas. Faut vous en demander trop. Donc, Ah, c'est oui, sûr. effectivement, enfin, faut sortir un peu de ce tabou et du tabou d'en parler. Mais au moins, si on veut pas en parler, mais au moins dans des moments clés comme la négociation salariale, le moment où tu vas rentrer dans l'entreprise, de savoir en fait mettre un chiffre sur la table. Et puis à chaque fois, je dis, tu sais, à la fin, l'entreprise ne va pas se mettre, elle va pas se mettre à poil pour toi. Hein. T'inquiète pas que si tu demandes Exactement. trop, ils sauront te dire que c'est trop. C'est Absolument. pas à toi de t'auto-censurer. C'est comme moi, par exemple, pour tout ce qui est investissement immobilier, moi, à chaque fois, je dis, en fait, c'est la banque qui dit non. Mm. C'est pas moi, c'est si je vois un projet, je vois que le projet il a l'air de rouler sur le papier, si ça m'intéresse, je vais à la banque. Après, la banque, elle me dit oui, elle me dit non. Si Oui. elle me dit oui, tant mieux. Si elle me dit non, tant pis. Bon, j'ai un peu la rage, bien sûr. Mais tu sais, Quoi, vous me dites non? C'est inacceptable. c'est l'idée de se dire, si tu demandes pas, tu as T'as déjà le pas? non. Ben Ça, on oui. me le disait Mm, souvent. mm, Apparemment, c'est une façon de dire aux Pays-Bas, mm. Ouais, dans leur langue, là, ouais, néerlandais. ouais. En néerlandais. Et en fait, le non, tu l'as déjà. Le Oui. oui, tu dois aller le Oui, chercher. ben oui, c'est ça. Enfin, de toute façon, C'est ça. Hein. Mais tu sais, alors, on a quelque chose en commun, c'est que tu travailles dans la tech. oui. Tu es commercial grand compte pour une boîte tech. Et c'est vrai que c'est un domaine où on peut gagner beaucoup, qui te permet aussi d'investir. Tu fais les deux parce qu'à la fois, tu es salarié, à la fois, tu es entrepreneur, on va dire, digital, Mm. à travers mon budget bento, tu es auteur, tu investis et tu es maman. Moi, je trouve ça waouh. Et ça me donne les baby fever, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à jongler tout ça? Bon, là, l'enfant, ça y est, il est plus trop enfant, il a Oui. 18 ans. Ben, Mais déjà, c'est la première chose. Hein. Quand j'ai commencé mon budget bento en 2020, mon fils, il avait déjà 12 ans. Donc, il était déjà grand, en fait. J'étais pas dans les couches, la nounou, courir après l'école, etc. Mon fils était déjà... Et puis, en plus, c'est un enfant qui est relativement autonome, déjà de base. d'accord. On l'appelait Lado quand il était petit. Tu vois, J'adore. quand il était petit, genre 4 piges, on l'appelait Lado. Mes copines l'appelaient. Comment il Alors, ça va, s'appelle? Lado? Il s'appelle Neylan. Neylan, on te dit bonjour. Et donc, effectivement, déjà, ça change tout. Parce que, enfin, je veux dire, mon fils, je peux lui dire, si j'ai la flemme ou que je dois rédiger un post ou que je suis fatiguée, je lui dis, ben, fais-toi une omelette, des pâtes, un steak. Enfin, tu sais, il sait se faire à manger et tout, tu vois. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Hein. Ne pensez pas que je suis une Wonder Woman qui a 3 gosses entre 2 et 7 ans à gérer. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est ça qui m'a libéré beaucoup de temps. C'est parce que j'ai eu mon fils très tôt aussi. Oui, Enfin, très tôt par rapport à la moyenne en France, qui est plus proche des 30 ans. Moi, je l'ai plus eu vers 20 ans. oui, Donc, forcément, ça change la donne. Et après, par rapport au travail, donc moi, comme je me suis séparée du père de mon fils, il avait 8 ans, donc il était déjà grand. Donc déjà, pendant les premières années, bah, on était à deux, hein, donc ça se gérait bah, comme tous les couples. Et après, bah, l'avantage, c'est que finalement, moi, mon fils, il est en garde alternée une semaine, une semaine. d'accord. Et donc ça, c'est vraiment un hack de fou. Parce que finalement, tu as une semaine Mm. pour toi où tu fais tout ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, tu n'as pas besoin de cuisiner, de machin, etc. Mm, mm, Et donc ça, quand même, ça libère beaucoup de temps parce que finalement, ça fait comme si tu n'as pas d'enfant. Par contre, c'est vrai que gérer le travail et les investissements immobiliers, parce que contrairement à ce qu'on veut dire sur les réseaux, c'est pas d'un investissement passif. C'est sûr que c'est moins prenant qu'une entreprise ou je ne sais quel autre type d'investissement. Mais ça demande quand même du temps, surtout quand on en as plusieurs.
Et puis, ben, le travail, c'est vrai que quand tu es dans la tech, tu as quand même beaucoup d'avantages. Par exemple, le télétravail, moi j'ai toujours eu le télétravail. Pareil. Je Maintenant, pourrais pas vivre sans. ouais. Moi, je choisis la boîte que s'il y a le full télétravail. Sinon, ouais, moi, je préfère. Après, voilà, chacun a sa façon de Oui, à travailler, sa hein. façon de travailler. Mais Nous, c'est vrai que ça rend. on peut faire full remote, mais moi j'ai Oui, pris 2 jours 2 jours au c'est bien. bureau, 3 jours à la maison. C'est Comme bien. ça, t'es flexible. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que ça change de la donne parce que ça te permet bah, de toute façon, quand tu es cadre, tu travailles aux heures que tu veux Ouais, déjà. Et puis surtout, ça te permet d'avoir aussi la flexibilité de bah, faire autre chose à côté, ne pas perdre du temps dans les transports. exactement. Tu Ça, gagnes aussi ça énormément de temps. économise tellement de temps, de pas perdre du temps dans les transports. Mais après, moi, tu vois, quand j'ai acheté ma résidence principale, j'avais pas un budget de fou. Parce qu'en plus, je venais de commencer à travailler, donc j'avais pas non plus un salaire démentiel. Euh, et du coup, j'avais le choix soit entre acheter dans une ville un peu ghetto, Ah oui? soit loin. Et toi, t'es né, t'as grandi à Paris. Ouais, Et donc, t'as acheté dans la région parisienne, ouais. j'imagine, ok? Et du coup, je me suis dit non, mais moi, c'est hors de question que je passe des heures et des heures dans les transports. Oui. J'ai préféré acheter dans une ville un peu ghetto, qui du coup est devenue hyper bobo. Donc, Ah oui. c'était un Ah mais bon c'est move finalement. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de le dire et n'ayez pas peur de le dire, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez feignante. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'optimiser mes efforts, Mm. d'en faire vraiment le moins possible. Donc, il faut essayer d'être efficace. Et il y a des trucs où je suis très, très princesse, en fait. Tu vois, genre, Pareil. me dire, oui, faire 1h30 de transport. Oui, je Je comprends. préfère franchement vivre dans un appart plus petit, dans un coin moins sympa, mais je vais pas. En fait, juste pour le jardin le week-end, Oui. flemme. Mais après, Chacun ses chacun choix. ses choix. Mais moi, c'est ça mon choix. Moi, mon choix, c'est d'essayer de réduire la difficulté au max, même si, en fait, je me rajoute de la difficulté en ayant bah, justement mon budget bento, les investissements immobiliers, etc. Mais en fait, tout est difficile, mais j'ai choisi les difficultés que je voulais avoir, en fait. Absolument. Au final, la vie est faite de problèmes à résoudre. À toi de Voilà, choisir sur lesquels te focaliser. voilà. Donc pour toi, voilà, tu veux faire en sorte que... Déjà, c'est un peu la même approche que d'automatiser tes Exact, ouais. épargnes. Bah, tu fais aussi en sorte que tes choix de vie soient en lien avec bah, tes choix professionnels, etc. Ok. Peut-être que tu pourrais nous partager aussi quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut avoir, à la fois pour épargner, mais pour investir. Tu nous as un petit peu donné quelques outils. Si tu avais aussi des conseils vraiment pour le quotidien, ce serait lesquels? Bah, franchement, pour moi, ce qui est vraiment non négociable, c'est vraiment d'avoir l'épargne en automatique. Oui. C'est vraiment important, même si c'est un petit montant, même si on commence avec, même si c'est 10 euros, j'ai envie de dire, 10 euros, et puis après le mois d'après, peut-être qu'on va augmenter, on va mettre 20 euros, peut-être dans 3 mois, on va passer de 20 euros à 50 euros, même si de le faire progressivement, mais vraiment d'avoir ce truc de mettre l'épargne automatique. C'est pas grave si vous le retouchez après, derrière. En fait, c'est juste d'amorcer la machine. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment l'épargne automatique. Le deuxième point, je pense que c'est vraiment de... Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas négocier son salaire. Je sais qu'il y a déjà toute la partie fonctionnaire qui dit, mais moi, j'ai la grille, j'ai machin, etc. Mais là, on voit que finalement, l'inflation, elle a commencé à ralentir. Mais pendant les 2, 3 dernières années, ça a vraiment... Enfin, je veux dire, sur les produits alimentaires, je crois que c'était de l'ordre de 12% l'augmentation. Donc, c'est énorme. Et l'autre point, c'est vraiment de commencer tout de suite. Là, par exemple, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, allez sur l'application de votre banque, mettez en place un virement Même vers 10 un euros. livret, même si c'est 10 euros, Voilà. mais faites-le tout de suite. Parce que, autre que faire les investissements, il y a quelque chose qui se jouera toujours en faveur de l'investisseur ou de l'investisseuse, c'est le temps. Parce que forcément, bah, si tu commences 10 ans avant quelqu'un d'autre, même si la personne a fait un meilleur investissement que toi, mais 10 ans plus tard, toi, en 10 ans, tu as déjà eu le temps de capitaliser. Si tu as fait un investissement immobilier, tu as le temps comment dire, rembourser ta dette, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de commencer le plus tôt possible. Après, c'est pas parce que vous avez 40 ans ou 50 ans qu'il faut vous dire ah ben je suis trop vieille pour commencer, pas du tout, hein. Vous savez que l'espérance de vie en France elle est de plus de 80 ans. Donc même à 50 ans, il reste encore de nombreuses années à,
à vivre, dont une partie, on espère, un petit peu à la retraite. Donc vraiment d'anticiper au maximum. Et le dernier point peut-être que je donnerais, c'est vraiment de ne pas voir l'épargne comme une contrainte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: ah, mais l'épargne, ça m'empêche de faire ci, ça m'empêche de faire ça, j'ai envie de m'amuser, etc. Mais l'épargne, ça finance aussi l'amusement. Absolument. Donc, il ne faut pas le voir que comme une contrainte de ah, je ne peux pas dépenser. Non, c'est une dépense décalée, en fait. Et surtout, tu as dit quelque chose par rapport à l'âge. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu as 40 ans. Mhm. Ça fait 5 ans que tu as lancé Mon Budget Bento. Mhm. Et pour moi, c'est très important parce que, aussi dans mon entourage, des amis à moi qui ont la vingtaine, la fin de la vingtaine, mais qui veulent peut-être se reconvertir professionnellement, lancer des projets, mais qu'elles ont peur et qu'elles se disent: j'ai perdu du temps par rapport à ce qu'elles ont fait jusqu'à là. Moi, j'ai envie que toi, à travers ton parcours et aussi ici, tu nous dises comment tout est reconstruite. Parce que finalement, jusqu'à là, tu travaillais en tant que salarié Mhm. et aujourd'hui, tu fais les deux, mais d'une façon, enfin, elle a quand même 80 000 followers, la dame, hein. Je veux dire, c'est pas non plus le petit compte. Voilà, tu as quand même construit une audience, du contenu utile et avec un retour sur l'investissement, un investissement humain, Mhm. parce que c'est du temps que tu y mets. Oui. Ben, en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure dans les conseils, c'est de se dire, en fait, il faut commencer maintenant. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on va voir des nanas qui ont 22 ans, 23 ans, qui sont déjà millionnaires, chefs d'entreprise, etc., qui sont déjà à la télé, tout ce que tu veux, etc. Mais en fait, il n'y a pas de... Enfin, t'imagines si à 22 ans, t'as déjà tout fait? De un. De deux, oui, on vit dans une société, on se compare sur les réseaux surtout. Il faut vraiment, chacun a son parcours et ses moyens. Il y a des personnes, ils peuvent partir au niveau 10 parce que peut-être les parents les aident ou quoi. Il Exactement. ne faut pas se comparer à quelqu'un qui n'a pas le même vécu, la même histoire et les mêmes obstacles, finalement. Exactement. Et puis chacun son parcours en fait, hein. Même Oui, si on n'a pas de... Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent: ah mais moi j'ai pas eu d'obstacle particulier, pourquoi j'ai rien fait? Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que tu avais d'autres priorités. C'est juste une question de priorité. Est-ce que tu as du temps pour X ou Y? Et et aussi la prise de risque. Il y en a qui ont peut-être peur de se franchir le pas. Et pas aussi nous culpabiliser de ne pas passer à l'action, de rester dans le monde des idées, parce que je pense que chacun a son rythme, hein. chacun a son rythme, chacun a son... Tu sais, c'est pour ça aussi que moi, je fais pas de conseils, je donne jamais de conseils sur mon compte en disant ah ouais, tout le monde, il faut que vous achetiez telle action, ou il faut que vous fassiez un investissement immobilier, etc. Non, on a tous un contexte, on a tous un contexte économique, mais aussi familial, psychologique. Tu as parlé du risque, il y a des personnes pour qui c'est très difficile de prendre du risque. Euh, et en fait, finalement, il y a plusieurs façons de prendre du risque. Comme j'ai dit, commencer avec des petites sommes. Par exemple, tu achètes une première action que tu vas payer 10, 15 ou 20 euros. C'est bon, au niveau de risque, c'est moins cher qu'un pull dans ton magasin préféré, en fait, 20 euros. Donc, il y a aussi ce truc aussi d'équilibre, tu vois, des fois de risque. Il y a des personnes qui disent: ah ouais, non, mais c'est trop risqué de faire ça. Par exemple, j'avais des personnes parfois qui me disaient: oui, mais Maëva, t'imagines et tout, devenir propriétaire, payer un crédit pendant 25 ans et tout, ça fait Mm. peur. Oui. Et je dis: oui, je comprends que ça puisse faire peur, mais pourquoi est-ce que ça te fait peur de payer un crédit pendant 25 ans, mais ça te fait pas peur de payer un loyer pendant 50 ans? Oui. Tu vois, et un loyer qui augmente tous les ans. Et encore une fois, je pense que c'est le tabou derrière l'idée de dette. De se dire que je fais un crédit, je vais être endetté, je dois le rembourser. Si demain je perds un travail, comment je fais? Et peut-être c'est une peur aussi inconsciente. Oui, non, mais bien sûr. Après, je dis pas qu'il faut avoir tort. Je veux dire, les gens n'ont pas tort d'avoir peur. C'est important. C'est un gros crédit que tu vas prendre, qui t'engage sur de longues années, etc. Mais à la fin, c'est pour payer ton logement. C'est ça. Et puis Donc, surtout, en fait, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est conscientiser ces peurs. Et se dire pourquoi tu as peur, ok. Faire un plan clair, oui, ça aide à ne pas avoir oui, peur. De c'est se clair. dire, voilà, j'ai un travail, I'm safe, je suis en sécurité, je peux le rembourser comme je payerais un loyer. Parce que pareil, un loyer, tu ne le payes pas, bah voilà. Ben oui, C'est tu dehors. seras dans la merde pareil, hein, si tu payes pas ton loyer. C'est ça. C'est... Et en plus, le truc, en plus, ton loyer, bah, si tu le payes pas, t'as pas d'asset derrière
pour rembourser ta dette. Alors que quand tu achètes de l'immobilier, alors c'est sûr que voilà, les 5 premières années, c'est un peu compliqué parce que tu payes beaucoup d'intérêts, pas beaucoup de capital, etc. Mais une fois que tu as passé les 5 premières années, normalement, tu as suffisamment amorti pour te dire que même si le bien il n'a pas pris de valeur, au moins ce que tu as amorti, si tu vends ton bien, tu pourras rembourser ta dette auprès de l'établissement qui t'a donné le crédit. Donc, faut regarder un tableau d'amortissement pour voir à quoi ça ressemble, comment ta dette elle baisse. C'est vrai que moi des fois, bon, comme j'ai plusieurs investissements immobiliers, j'aime bien dire, je suis plus, je suis plus endettée qu'autre chose. Mais Tu il faut regardes le avoir long terme, voilà, il faut le avoir le long mindset. terme, il faut avoir. Si d'ailleurs je pouvais rajouter un autre conseil à ce que tu disais, Vas-y. c'est tout à l'heure quand je te demandais les conseils, c'est vraiment de avoir une vue sur avoir comme, tu vois, les jumelles. Oui, Tu vois, tu les règles pour regarder à différentes distances. Mais il faut pas regarder que, tu vois, au bout de ses pieds, quoi. absolument. Il faut regarder le moyen terme, le long terme, et de se dire, en fait, même si on a 30 ans, en fait, c'est pas bête à 30 ans de penser à sa retraite. Moi, tu vois, quand j'ai acheté ma résidence principale, quand j'ai fait mon premier achat immobilier, j'avais 28 ans. Euh, et en fait, j'ai acheté ma résidence principale en 2013, mais c'était dans le neuf. Donc, ça a été livré en 2015. Et en 2014, j'ai racheté encore derrière un bien parce que moi, mon idée, en fait, c'était de faire de l'immobilier le plus rapidement possible pour que j'ai pu en fait terminer de rembourser mes crédits bien avant 65, 67. Demain, ils vont nous dire qu'il va falloir qu'on travaille jusqu'à 80 ans. Mais en fait, de me dire, en fait, je finance ma retraite, c'est mon assurance retraite. Absolument. Tu vois, moi, c'était Oui. ça ma stratégie. Et ça n'a jamais été le truc de cash flow, des machins, etc. que tu peux voir. Moi, c'était vraiment un truc patrimonial de me dire, je finis de rembourser ce truc-là. Et comme ça, peut-être que quand j'aurai 55 ans, entre 55 et 60 ans, j'aurai fini de rembourser tous mes crédits. Et si j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai une source de revenus qui peut remplacer tout ou partie de mes revenus Actuel. actuels, quoi. Absolument, oui. Et c'est vraiment court terme, moyen terme, long terme. Voilà. C'est la base, oui. C'est ce qu'on fait aussi dans la vente, Oui, d'ailleurs. Il faut regarder le quarter, le trimestre. Il faut regarder l'année fiscale. Faut préparer les ventes d'après. Donc, finalement, oui, c'est vraiment la stratégie d'une boîte transposée aussi au niveau personnel. Finalement, on est le meilleur investissement qu'on peut faire dans notre vie, c'est nous-mêmes. mais bien sûr, exactement. Investir sur son confort, sur sa stabilité, sur sa Absolument. sécurité financière, c'est pas quelque chose, malheureusement, ça devrait pas être un luxe. Aujourd'hui, bon, je suis pas naïve, hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se présenter devant la banque et dire prêtez-moi pour que je fasse un investissement immobilier pour me sécuriser pour ma retraite. Mais moi, j'ai envie de dire vraiment, c'est la banque qui dit non. Et du coup, si vous avez un projet, même si c'est un petit projet, présentez-le à la banque. Et même le banquier, normalement, s'il fait bien son travail, même s'il vous dit non, il peut aussi vous dire, on vous a dit non parce que l'apport n'était pas suffisant, parce que la capacité d'emprunt n'est pas suffisante. Et donc, au moins, ça donne des pistes pour savoir comment investir. Et puis, il n'y a pas que l'investissement immobilier, bien entendu, hein. Chacun va jouer ses cartes en fonction des sujets qu'il ou elle l'intéresse. Absolument, oui. Chacun, comme on disait, avec ses moyens, avec son contexte et avec ses envies aussi. Voilà, oui, avec ses envies. Il y en a qui n'ont pas envie. Je le comprends aussi, hein, comme je vous ai dit, moi je suis Oui. feignante, hein. C'est juste que je suis tellement feignante que j'ai envie de me faciliter la vie. Alors, Maëva, pour la dernière partie de notre épisode, j'aimerais bien te poser des questions. C'est un peu, voilà, derrière Maëva, behind Maëva. Je vais te poser des questions. Je veux des réponses courtes, mais en gros, j'aimerais comprendre un petit peu qui se cache derrière la créatrice de contenu, auteure et entrepreneuse sociale, entrepreneuse digitale. Alors, la première question, c'est, tu préfères un budget Excel ou une appli mobile? Alors 100% Excel, parce que les applis, en fait, moi comme j'ai plein d'investissements, etc., j'ai un fichier bien spécifique qui prend en compte toutes mes spécificités à moi. Et comme j'aime bien Excel, donc les applis, en fait, c'est jamais adapté à ma situation. Donc Excel à 100% et j'adore Excel. Et vous aussi, vous devriez adorer Excel. J'ai un peu peur d'Excel. Non, Non, je c'est génial l'utilise, Excel, hein, c'est la vie. surtout pour le travail. Mais c'est vrai que de nos jours, avec l'IA, tu peux aussi déjà apprendre à l'utiliser, mais demander à l'IA de l'adapter, de te faire les calculs, les choses, s'il y a des formules à utiliser.
Donc oui, apprendre un petit peu à maîtriser ce genre d'outils et ensuite va s'en servir surtout. Oui, s'en servir, mais pas trop, hein. Comme je vous ai dit, moi, je suis feignante, hein, donc le truc Oui, faut pas que ce soit laborieux, voilà. oui, c'est ça. Faut pas dépendre non plus de ouais. Alors la deuxième question, c'est tu préfères un salaire fixe ou revenu variable? Bah, variable, bien entendu, non capé, très C'est une important. question rhétorique, surtout pour, oui, pour nous salariés dans la vente, c'est ce qui te motive aussi, hein. Tu sais que tu dois faire ton chiffre, que tu peux l'exploser et gagner plus. Donc c'est aussi une source de motivation Oui, pour, ça te permet de garder un petit suspense, même si malheureusement les boîtes, elles aiment bien aussi trouver des moyens de te blouser, tu vois? Donc faut avoir un fixe quand même qui soit suffisamment confortable pour pas stresser et du coup, le variable, c'est vraiment la partie, entre guillemets, «fun». absolument. Alors la prochaine question, c'est est-ce que tu préfères les voyages spontanés ou, tu planifies, bien tes voyages? Tu m'as dit que tu étais pas très organisée, mais les voyages, tu es quel Heu genre de personne? Alors, c'est pas des voyages de dernière minute, mais c'est jamais des voyages préparés, longtemps à l'avance parce qu'en fait, déjà, j'ai tellement de choses à penser que j'ai pas le temps de penser aux Oui, vacances. Mais c'est genre, un mois avant, «Ouais, bon, là, faut qu'on faut qu'on parte en vacances, faudrait peut-être commencer à y réfléchir». voilà, Surtout que moi, j'aime bien partir, un peu loin en vacances, donc du coup, les billets d'avion et tout, c'est jamais bien de les prendre, à dernière minute. dernière minute, Et voilà. quel est, ton voyage préféré que tu gardes vraiment des bons souvenirs, Alors, moi, j'ai énormément voyagé, en perso et pour le travail également. Mais je pense que le voyage que j'ai préféré, c'est un voyage que j'ai fait au Sénégal. Pour le coup, il était préparé à l'avance, celui-là, mais c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est un voyage organisé, mais en tout petit groupe D'accord. et du coup, j'ai vraiment kiffé parce que j'ai kiffé que j'avais pas besoin de réfléchir, en fait. Le matin, on se réveillait, l'organisatrice, elle nous disait aujourd'hui, enfin la veille, elle nous disait, demain, on va faire ça, 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 faut se lever à telle heure. En fait, juste, tu vois, de pouvoir éteindre ton cerveau et te laisser guider comme un enfant, tu vois? Juste à payer et après, tu arrêtes de réfléchir. Ça, c'était vraiment mon meilleur voyage et c'était en 2023, c'était il y a longtemps maintenant. C'est magnifique et puis surtout de découvrir un nouveau pays, une Voilà, exactement. culture, de t'immerger aussi dans la culture, je sais pas quelles activités vous faisiez, mais je Ouais. je je sais qu'il y a des sites où il y a des voyages organisés pour des personnes qui veulent partir, bah, ça peut être à l'autre bout du monde, mais ça peut être juste dans un autre pays ou une autre ville et c'est vrai qu'au moins, bah, ça te permet aussi de connaître des personnes, de Ouais, ouais, c'était cool. En fait, c'était un voyage organisé, c'était pour les mamans enfants, en fait. d'accord, Donc il y avait 2 autres mamans avec moi d'accord. et avec des enfants entre donc le plus petit, il avait 4 ans, mais très mignon, franchement, même en voiture et tout, il était très calme et puis les autres enfants, c'était des ados comme mon fils. Donc du coup, c'était vraiment top comme voyage, ouais. Alors, la prochaine question, est-ce que tu préfères le minimalisme ou est-ce que, tu es plutôt, confort assumé, tu aimes bien te faire plaisir, Bah, moi, j'aime bien me faire plaisir, mais je pense pas que ce soit, contradictoire avec le minimalisme. Parce que, je préfère avoir moins de choses, mais de bonne qualité, que d'avoir, plein de choses et finalement, est-ce que c'est mieux? Voilà, donc je n'oppose pas le minimalisme et le confort. Donc le confort minimaliste, si vous voulez. confortisme? Ah j'adore! Franchement, ton prochain livre, ça, c'est un bon sujet, hein. Moi, je et d'ailleurs, ma dernière question, c'est plutôt, de comprendre parce que tu m'as dit que tu lis énormément. C'est quoi un livre, parce qu'on a déjà le tien à conseiller, mais un autre livre que tu conseillerais, pour toute personne qui veut se renseigner sur l'éducation financière? Le livre que je recommanderais pour l'éducation financière, mais qui n'est pas sur l'éducation financière, je le recommande d'ailleurs dans mon livre, c'est, celui de, Marie Kondo qui s'appelle, je crois, «La magie du rangement» en français. Et en fait, elle donne, une méthode, pour désencombrer chez soi. Et souvent ce que je dis, c'est que dans les personnes avec qui j'interagis, souvent elles ont pas de problème d'argent, elles ont des problèmes de gestion. Oui. Et les problèmes de gestion, ça vient beaucoup avec, en fait, on va dire un genre de brouillard mental, tu vois? Tu vois pas quelles sont tes priorités, tu vas à gauche, tu vas un peu à droite, tu dépenses à gauche, tu fais ci, tu essayes un petit investissement, mais tu continues pas, tu fais une formation, mais tu vas pas jusqu'au bout, de la mettre en place. Et en fait, ce brouillard, un peu ce bazar mental, il se retrouve dans la maison. Oui. Et en fait, quand tu fais cet exercice-là de vraiment, vider, ça te permet de
vraiment calmer en fait le cerveau, tu vois, et de mieux réfléchir en fait. Et donc je pense que même si ça n'a pas à voir avec l'éducation financière directement, Oui, c'est euh, plus développement personnel. ouais, c'est développement personnel, mais il y a plein de gens en fait qui ont les moyens d'investir et qui n'investissent pas pour des raisons. Souvent, je dis en fait, la dernière fois, j'avais fait une story ou un post, je me souviens plus, mais j'avais dit 20% de vos problèmes, c'est dû à l'argent et 80% c'est dû à votre psychologie. Bah oui, parce que c'est aussi, peut-être ils savent pas où investir, ou aussi ils n'ont pas les idées claires sur ce Oui, qu'ils veulent vraiment. exactement. Parce qu'ils s'inspirent d'autres gens, ils regardent d'autres faire, ils se disent peut-être que j'ai besoin de ça, mais peut-être que tu n'as pas besoin de ça. Écoute-toi. Et c'est vrai que quand on prend le temps vraiment de faire ce travail un peu introspectif, et ça commence par son chez-soi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, quand on range ou quand on fait vraiment l'effort de déjà mieux organiser son entourage, que ce soit maison, que ce soit ses papiers, sa paperasse, son ordi, les Sur dossiers. l'administratif, quelle horreur. Voilà, moi aussi, c'est la kryptonite pour moi, je Oui, déteste. complètement. Mais quand je le fais, je me sens mieux. Après, on se sent mieux. Et en Non, mais c'est fait, on clair. pense que c'est énorme, et quand c'est fait, c'est fait. Et du coup, ça permet aussi de s'organiser ensuite dans ses idées, de les mettre sur papier, de comprendre, OK, ça, c'est tout ce que je veux faire d'ici un an, ou d'ici 2 ans, ou d'ici une semaine. Maintenant que je l'ai mis sur papier, comment je peux l'organiser en action concrète pour que ce soit utile, et réaliste aussi, parce qu'on ne peut pas Oui, tout faire, hein. c'est On clair. a 24 heures dans une journée. Mais du coup, c'est vrai que voilà, en faisant ce travail d'organisation, long terme, moyen terme, court terme, comme tu as dit, bah, ça permet aussi de mieux se sentir. Bien sûr, et puis de voir la progression. Moi, en fait, quand je m'étais séparée avec le père de mon fils, c'était un peu un moment un peu charnière. C'était l'année de mes 30 ans, etc. Donc j'ai dû. Et en même temps, je rentrais en fait dans ma résidence principale. Comme je t'ai dit, j'ai acheté dans le neuf, donc c'était un peu plus tard. Donc du coup, j'étais célibataire, je déménageais, j'ai changé de travail aussi dans un mouchoir de poche, en fait, en l'espace de 3 mois. Enfin, quand j'ai changé de travail, j'ai changé de poste. J'ai pas changé d'entreprise, mais j'ai changé de poste. Et à ce moment-là, j'ai lu justement le livre de Marie Kondo et j'ai fait tout ce tri pour être vraiment, pour me sentir bien dans mon nouveau chez moi, etc. Et j'avais aussi fait un plan où j'avais dit, ben, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et bah, ça fait 10 ans que j'ai déménagé en fait. Et quand je regarde ce petit carnet que j'ai toujours, ou peut-être j'ai dû déchirer la page pour la mettre dans un autre carnet pour la garder, franchement, ça fait peur à quel point je suis dans les clous pour les choses que j'avais listées en fait à différents niveaux, niveau carrière, niveau financier, investissement, personnel, etc. Bon, à part le poids. Non, mais ça va venir, ça va venir. Mais d'ailleurs, Mais franchement, écrire ces choses-là oui. sur un horizon de 10 ans, je t'assure que en fait, ça a un vrai impact sur en fait, comment tu vas Tu le naviguer dans la concrétises. vie. Ouais. Tu le concrétises parce que déjà que c'est sur papier, c'est déjà plus réel que Mm, quand c'est dans ta tête avec 1000 idées que tu as. mm, 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 Et puis surtout, ça te permet de te dire, bah, it's achievable, c'est faisable, mais il faut juste voilà, se mm. donner Faire le le temps premier pas aussi. et faire le premier pas. C'est vrai, se Même lancer. si c'est un petit pas, parce que les gens, des fois, ils pensent que... Tu vois, par exemple, pour l'entrepreneuriat, moi, par exemple, je suis toujours salariée parce que bah, déjà, j'aime bien mon taf, je suis bien payée, donc je vois pas... Oui, J'ai pas envie d'aller souffrir dans l'entrepreneuriat. pareil, je suis Voilà, comme pour toi. ça. Mais, tu vois, faire l'entrepreneuriat, ça veut pas nécessairement dire... tu vois, claquer sa démission du jour au lendemain, ça peut aussi tester le marché, voir s'il y a une opportunité, et puis ensuite se lancer. Donc, Il y a ça. faire des petites choses. Et puis de l'entrepreneuriat passif avec l'investissement. Tu sais, pendant longtemps, moi, bon, du haut de mes 29 ans, hein, donc du bas de mes 29 ans, mais bon, c'est vrai que pendant longtemps, j'avais ce truc de me dire, je vais lancer une start-up, faire un truc tech, hein. Et là, je me dis, mais franchement, non, en fait, c'est pas ma priorité. J'aimerais bien fonder une famille. En tant que femme, il y a aussi ça à prendre en compte. Mhm, Et du coup, oui, tu fais de l'entrepreneuriat, mais si tu veux garder ton salariat et te focaliser sur d'autres types d'investissements, avoir du revenu passif, et puis bah, quand même garder le temps pour avoir ta vie personnelle, ta famille, etc. Bah, c'est aussi un choix. Et c'est un très bon choix. En tout cas, merci beaucoup pour... bah, merci pour ton invitation. tu nous as partagé des perles, hein. Moi, la première, c'est très utile et j'espère que ça va être utile pour les gens qui écouteront cet épisode. Je te remercie pour tout. Vous pouvez trouver dans la description le livre de Maëva et aussi le livre qu'elle a recommandé de Maria Kondo. Et bah, je vous dis à très très vite et je te remercie. Avec plaisir. Et je vous dis à très très vite. Merci, ciao ciao.
Bye.